Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. À la une de ce journal, journée porte ouverte pour la mise en place de la police de proximité. C'était au commissariat central de police de Ratoma. 250 agents formés à cet effet seront déployés sur le terrain. Des actes de vandalisme et de vol constatés sur les installations de la SEG à Kobaya, dans la commune de Ratoma. Un présumé voleur a été arrêté. Les jeux de corrides de plus en plus fréquents dans la société, les joueuses pour la plupart des femmes croient bien à la pratique. Il s'agit souvent de prédire l'avenir. C'est tout pour les titres, encore une fois, bonsoir. Égalité pour les femmes, progrès pour tous. C'est le thème de la Journée internationale des femmes qui va être célébrée le 8 mars prochain. Une occasion pour la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance de faire son plaidoyer auprès du gouvernement afin d'accélérer l'adoption de certaines lois qui devraient permettre aux femmes de mieux s'épanouir. C'était au cours d'une déclaration faite mercredi à son département, à Djirassouba. Égalité pour les femmes, progrès pour tous, c'est le thème choisi cette année par les Nations Unies afin d'exhorter les différents États membres à respecter les engagements qu'ils ont pris afin d'éliminer les inégalités entre les sexes. Des engagements qui permettront aux femmes de mieux s'épanouir dans leur vie et leur travail, d'où le plaidoyer de la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Ce thème est si pertinent que mon département, en collaboration avec les organisations de la société civile, plaide auprès du gouvernement pour l'adoption accélérée du projet de code civil et celui relatif à la loi instituant la parité en Guinée en vue de consolider le processus démocratique dans notre pays. Sanaba Kaba a aussi rappelé aux femmes que la lutte pour leurs droits ne peut se faire à leur insu. C'est le lieu et l'occasion pour moi de lancer un appel solennel à toutes les femmes à se considérer comme actrices en vue d'affronter toutes les difficultés qui se dressent sur le chemin du développement de notre pays. Car la conquête des droits est une lutte permanente qui s'acquiert par l'effort de toutes et de tous. La commémoration du 8 mars permet aussi aux différents États d'évaluer les résultats obtenus, les défis à relever et les perspectives en faveur des femmes et des filles. Le commissariat central de Ratoma a servi de cadre ce jeudi à la cérémonie de mise en œuvre de la police de proximité. C'est dans le cadre du projet d'appui et de renforcement des capacités de la police nationale. 250 agents formés à cet effet vont être déployés sur le terrain. L'initiative est du ministère de la Sécurité et de la Protection civile sur financement de l'Union européenne. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Reportage signé Abdelrahman Ba. Cette cérémonie de remise de satisfecit au commissariat central de Ratoma est le couronnement de 3 mois de formation pratique des agents de la police. C'est dans le cadre du projet d'appui et renforcement des capacités de la police nationale. Cette initiative du ministère de la Sécurité entre dans le cadre de la réforme de la sécurité en Guinée. Elle consiste à mettre en place une police de proximité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a tenu à faire une mise au point sur le rôle de cette police. Pour Madifine Diané, cette dernière doit être républicaine et respectueuse des droits humains. Ce n'est pas une police politique. Loin de tout ça. C'est une police républicaine. Une police soucieuse de renforcer la capacité de sécurité et donner plus de sécurité à nos populations en les protégeant mieux dans leur activité. Ce repositionnement républicain de la police devra passer par un service renouvelé, réorganisé et redéployé en faveur de la population. Nous avions déjà pu faire le constat ensemble à plusieurs reprises de l'état précaire dans lequel la police nationale doit opérer aujourd'hui en Guinée. Insuffisance de capacité de gestion, insuffisance de formation, insuffisance de moyens. Le projet de l'Union européenne d'appui à la police vise à accompagner les autorités
sur chacun de ces points. 250 agents formés à cet effet vont être sous peu de temps affectés dans les communes de Matam, de Ratoma et dans la ville de Nzerekore, où le démarrage du projet a été lancé en novembre 2013. Dans le cadre de l'atteinte de leur objectif, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, qui a présidé la cérémonie, n'a pas manqué de prodiguer d'utiles conseils aux récipiendaires. Alassane Condé a également invité les populations à renouveler la collaboration avec cette police. Le rôle de la police a été défini. C'est le maintien d'ordre. La répression est ailleurs, pas à la police. Nous souhaitons que les populations vont comprendre cela pour qu'enfin la confiance renaisse entre la police et la population guinéenne. Un match de gala pour renouer la collaboration entre les agents formés et les populations a été organisé. Dans l'actualité également, des agents du bataillon spécial de Conakry ont appréhendé au cours de la nuit du mercredi à jeudi un présumé voleur sur les installations de la SEG à Kobaya. Ces 4 complices ont pris la poudre d'escampette. Le présumé voleur, un ancien militaire radié de l'armée, ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Explication Adjira Touba. Les installations de la Société des eaux de Guinée sont fréquemment victimes d'actes de vandalisme. Cette fois-ci, un présumé voleur tentait à l'aide d'une pioche d'arracher les câbles électriques enfouis sous le sol. Il a été interpellé par les agents de la sécurité au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Ses complices, eux, ont pu s'enfuir. L'acte s'est passé au secteur Kinifi, dans Kobaya. En allant à la douche, il a entendu le coup de bruit, la pioche. Maintenant, comme c'est le Colesta, il est venu, il a observé. Il est parti nous dire, vous êtes assis ici, on a enlevé tous mes signes. Les gens qui ont fait les 4 personnes, ils avaient les torches. Dès qu'on a appréhendé ce monsieur, ils ont pris la tangente. C'est lui qui complétait le 5e. Sorti de prison il y a une semaine pour d'autres forfaitures, l'accusé serait un ancien sergent radié de la 3e zone militaire de Cancan pour, dit-on, incitation à la révolte. Baba Marbaldé ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. C'est une accusation. C'était simplement comme j'ai une connaissance au nom du surnom Sambégou, branchement portable Blackberry. Une histoire que n'avale pas l'agent de sécurité en question. Il nie tout lien avec Baba Marbaldé. Ce dernier-là, on se connaît dans le quartier. Mais il n'y a pas l'entente entre moi et lui, puisque tout le monde le connaît, le quartier, c'est un voleur. Il vient de sortir de la prison. Il y a le courant dans le quartier, 24 heures. Venir dans un site, à 2 heures du matin, toi tu dis que tu connais l'intéressé. Ce qu'il dit, ça, c'est archi faux. Le coordinateur de la SEG, lui, invite la population à plus de vigilance et de coopération avec les forces de sécurité afin que les installations de la société soient plus protégées et limiter ainsi les ruptures d'eau potable. C'est à partir de ces installations qu'on ravitaille la population en eau potable. Le câble électrique, avec le forage, il faut d'abord le courant pour que l'eau puisse monter. Le message que je veux donner à la population, c'est de rester serein et d'être vigilant parce que cet endroit, c'est pour toute la population guinéenne. Il faut que eux-mêmes, les militaires qui sont là. Situé à au moins 300 mètres de la route principale, les installations de la SEG de Kobaya se trouvent dans une zone quasi inhabitée, d'où la nécessité du renforcement de la sécurité à cet endroit. Le Club des Amis du Monde, à travers la plateforme des organisations de la société civile pour le soutien à la santé et la vaccination, a organisé un atelier de consultation ce jeudi au siège de la dite ONG. Objectif, tirer les leçons du plan de stratégie 2011-2015 et faire des propositions pour la nouvelle stratégie mondiale pour la vaccination et les vaccins. Gavi 2016-2020. Compte rendu Lansana Traoré. Au terme de la stratégie du plan d'action 2011-2015 de l'Alliance mondiale pour la vaccination et les vaccins, en abrégé Gavi, l'heure est à la réflexion et l'analyse critique pour identifier les forces et faiblesses en vue de faire des recommandations pertinentes pour un nouveau plan d'action pour 2016-2020. C'est dans ce cadre que le Club des Amis du Monde, à travers la plateforme des organisations de la société civile pour le soutien à la santé et la vaccination, en abrégé POSAV, a organisé ce cadre de concertation et d'échange entre les acteurs sur le rôle de l'Alliance Gavi, sur les critères d'éligibilité des pays bénéficiaires, les stratégies d'accès aux vaccins et à la contribution de l'Alliance Gavi dans le système de santé. Il y a 6 pays à travers le monde qui sont retenus pour avoir un avis, dont la Guinée. Et la Guinée, on a confié cela au Club des Amis du Monde d'organiser cette journée de réflexion pour sortir un avis
parmi les pays francophones pour que ces préoccupations soient intégrées dans la nouvelle stratégie que la société civile mondiale va porter au niveau du secrétariat exécutif de l'Alliance mondiale pour la vaccination et les vaccins qui est Gavi. Et je pense qu'à l'issue de cette journée, on aura les forces et les faiblesses de cette nouvelle stratégie. Mais aussi, en Guinée, nous sommes prêts à amener aussi une amélioration de cette nouvelle stratégie au lieu de dandiner seulement sur la pauvreté, mais de voir d'autres aspects spécifiques qui ne vont pas discriminer certains pays. Selon les partenaires, cet atelier est une opportunité pour les organisations de la société civile de peser sur la nouvelle stratégie de l'Alliance Gavi 2016-2020. Gavi est en train d'organiser une consultation mondiale des organisations de la société civile pour reformuler sa stratégie pour 2016-2020. Donc cet atelier national qui regroupe à la fois les acteurs étatiques, les organisations internationales et la POSAV, qui est la plateforme des organisations de la société civile pour le renforcement de la vaccination en Guinée, donc vise à échanger, de voir comment est-ce que nous pouvons influencer la démarche de Gavi au niveau mondial. Pour les acteurs de la santé, sauver la vie des enfants et protéger la santé de la population en élargissant l'accès à la vaccination dans les pays pauvres sont des actions à accompagner et à soutenir. L'État a toujours été le premier garant de la santé de sa population. Gavi étant un organisme aussi international, s'inscrit dans cet état, dans cet objectif. L'État est resté le partenaire très responsable à accorder à Gavi toutes les ressources nécessaires, toutes les dispositions nécessaires pour que Gavi puisse aussi apporter les nécessaires au bien-être de la population. Ainsi, la plateforme des organisations de la société civile guinéenne pour le soutien à la santé et la vaccination entend à travers cet atelier influencer la nouvelle stratégie de l'Alliance mondiale pour la vaccination de 2016-2020. Autre fait marquant de l'actualité, bientôt un nouveau bureau de la Chambre du commerce et d'industrie sera mis en place en Guinée. Cette structure en charge d'accompagner et d'organiser les activités commerciales et industrielles dans le pays en vue d'un développement du secteur privé doit renouveler ses instances dirigeantes. À la question de savoir comment le faire, qui est éligible et quelle est son importance, écoutez le secrétaire général de la Chambre du commerce et d'industrie en Guinée. Il y a 3 dates importantes. La première date, c'est l'élection de la Chambre communale et préfectorale. C'est le 16 mars 2014. Deuxième date, c'est l'élection de la Chambre régionale. C'est le 13 avril 2014. Et dernière date, la plus attendue par tout le monde, c'est l'élection du bureau exécutif national. Il n'y a pas de critères concernant le niveau d'instruction. Par contre, au niveau du bureau exécutif, on veut avoir un président qui sait lire, écrire et défendre son programme sur le plan national et international. Je vous dirai peut-être pourquoi. Parce que si le président se déplace, souvent il se déplace avec les représentants du secteur privé. Et souvent le porte-parole du secteur privé doit être le président de la Chambre de commerce. C'est le secrétariat général en collaboration avec le ministère du Commerce, en collaboration avec la Commission nationale de supervision qui gère les élections, pas le bureau sortant. Mais le bureau sortant peut se présenter. La jeunesse guinéenne depuis quelques années est en proie au chômage. Le phénomène est d'ailleurs devenu chronique. À l'origine, les analystes pointent du doigt le manque de politique pour la jeunesse et l'inefficacité du système de formation universitaire. Conséquence, il faut débourser de l'argent pour décrocher un emploi. Certains diplômés, à l'image des filles, entretiennent des relations intimes avec des employeurs. La jeunesse guinéenne, une jeunesse désœuvrée. Reportage signé Faligi Lavogui. À chaque fois, on nous promet qu'il y aura d'emplois, qu'il y aura l'insertion des jeunes, mais jusqu'à présent, nous ne voit rien. Le cri d'alarme de ces jeunes diplômés sans emploi. La trentaine a tapé à toutes les portes sans succès. Il est aujourd'hui sans espoir. J'ai même effectué des stages de perfectionnement à la Direction nationale d'assainissement et de cadre de vie. J'ai aussi fait l'Office guinéen de la diversité biologique et des aires protégées. Mais depuis cela, il y a 2 ans, j'ai fait ces stages.
Mais il n'y a pas eu d'issue jusqu'à présent. Voilà. En lieu et place de sa spécialité universitaire, ce jeune s'est demeuré dans l'enseignement. Comme lui, beaucoup fustigent le comportement de certains responsables d'entreprise. Les filles ne sont pas en marge du fléau. Pour obtenir un emploi, certaines vendent leur dignité. De ces filles, ce n'est pas leur volonté de se donner à un homme pour avoir un travail. Elles le font parce qu'elles sont pauvres et bon, elles n'ont pas le choix, quoi. J'ai une tante qui voulait aller à la fonction publique. Pour être là-bas, on lui a demandé 3 millions. Elle est à l'affaire étrangère. Certains parents ont démissionné. C'est pourquoi il y a trop de problèmes maintenant aujourd'hui au niveau de la jeunesse. Les parents ont démissionné. Alors que le phénomène perdure, certaines ONG tirent la sonnette d'alarme. Nous devrions savoir d'abord que le problème sociopolitique que notre pays a eu à traverser dernièrement ont connu de graves répercussions sur notre système économique. De cela peut découler un taux de chômage énorme. Mais à côté de cela, nous devions remarquer aussi que certains étudiants qui finissent non spécialisés seulement sur une base de ce qu'on appelle de nos jours le système LMD, la licence seulement, ne peuvent pas avoir un certain niveau qualifié pour pouvoir décrocher un emploi digne de nom. Pour inverser la tendance, le ministère de la Jeunesse, au dire de ses responsables de la Jeune Chambre internationale, devrait changer de fusil d'épaule. Il ne suffit pas seulement de faire des forums au centre, mais on a aussi besoin de volonté politique qui est là. Et cette volonté politique va s'expliquer par quoi? C'est une politique d'emploi qu'il faut mettre en place, qui n'est pas non seulement verbale, mais suivant des actions réelles. Faire la promotion du talent des jeunes Guinéens ailleurs dans d'autres pays, pour inciter des entreprises à venir s'implanter, tout en leur assurant de la bonne gouvernance qui existe dans notre pays. En attendant une nouvelle ère, la jeunesse guinéenne semble pour l'heure sans repère, ce qui du coup impacte l'avenir du pays. Et justement, une conférence de presse s'est tenue ce jeudi à la Maison commune des journalistes à Koléa sur les jeunes. Elle a été conjointement organisée par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et Peace Child International. Objectif, discuter des préparatifs de la tenue prochaine d'un grand forum sur la jeunesse qui va connaître la participation de 150 pays. Reportage Issaga Diakité. Annonce de la tenue du 7e congrès mondial de la jeunesse en Guinée, c'est le thème de cette conférence qui s'est tenue ce jeudi à la Maison de la Presse. Organisée par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune et Peace Child International. L'objectif vise à rassembler en Guinée plus de 1000 jeunes venant de 150 pays pour discuter des questions de jeunesse. Ce 7e congrès mondial aura pour objectif de rassembler plus de 1000 jeunes venant de plus de 150 pays qui viendront en République de Guinée pour 10 jours, qui viendront pour parler de jeunesse, pour parler des défis qui assaillent la jeunesse mondiale, pas seulement la jeunesse de la Guinée, mais la jeunesse de façon globale. Qu'est-ce que nous avons comme défi? Est-ce que les défis de la Guinée, de la jeunesse de la Guinée, de la sous-région, la Mano River, sont les défis des autres qui sont dans les autres pays dits émergents ou les pays en voie de développement? Donc ce sera une occasion d'échange, d'informations pour ces jeunes qui viendront vers nous et qui vont parcourir le pays, qui vont découvrir la Guinée et qui seront demain les ambassadeurs de la Guinée. À la question de savoir quel sera l'impact de ce 7e congrès sur la vie de la jeunesse, le directeur du Congrès mondial des jeunes répond. Il y a un impact économique certain. Il y a également un impact en termes de relations publiques. La Guinée a besoin d'être connue dans le monde. La Guinée a besoin de présenter une image positive. La Guinée a besoin également de présenter au monde ses solutions sur ses problèmes. Et il est important que les gens du monde entier viennent chez nous écouter nos solutions, écouter nos inquiétudes et nos préoccupations et ensemble trouver des solutions. À noter que si toutes les conditions sont réunies, ce congrès pourrait se tenir du 5 au 15 octobre prochain. Et puis, un fait de société dans ce journal, la pratique du jeu de cori prend de l'ampleur dans nos sociétés. Des coris qui autrefois constituaient la monnaie en Afrique, notamment à l'époque des grands empires du Ghana, du Mali et Sanghaï. Aujourd'hui, ces coris servent la plupart à des consultations occultes. Reportage Néné Oumoubaldé.
En Afrique, depuis des siècles, les kauris constituent des éléments importants de la civilisation. Les petits kauris blancs de la famille des porcelaines sont utilisés pour prédire l'avenir. Sur le plan symbolique, ils sont fréquemment mis en relation avec les femmes, leur forme étant associée à celle du sexe féminin. Selon certaines joueuses de kauri, cette pratique est un don de Dieu. Ça fait au moins 10 ans comme ça, je joue au kauri. C'est Dieu qui m'a donné ça. Avant, je tombais malade chaque fois. Ça fait 3 mois, chaque jour, je tombais malade. C'est en ce moment que j'ai pris le kauri, j'ai décidé de jouer le kauri. Ces kauris que vous voyez avec moi sont un don de Dieu. Je me suis couchée une nuit et à mon réveil, je me suis retrouvée avec les kauris sous mon sein. Chaque jet de kauri a une signification. Par exemple, ça c'est un homme. Il veut voir quelqu'un. Ça c'est une femme. Si c'est courbé comme ça, c'est un homme. Si c'est soulevé, c'est une femme. Il y a les signes qui sortent sur le kauri. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'exemples. Quant au premier imam du quartier Petit Simbaya, l'islam interdit expressement les jeux liés au hasard, notamment les jeux de kauri. L'islam interdit cette pratique et exige à tous les joueurs de kauri d'abandonner. Même si la religion interdit cette pratique, ils sont nombreux, hommes et femmes, à consulter les joueurs de kauri pour prédire, dit-on, l'avenir. Et puis, autrefois appelé Black Killers, le groupe de danse urbaine qui vient de sortir son premier album a officiellement changé de nom ce jeudi. C'était au cours d'une conférence de presse à la Maison commune des journalistes. Compte rendu, Assatou Nadiel Dallo. Le groupe de danse urbaine Black Killer est aujourd'hui rebaptisé Black Nevada, qui veut dire en français Black ne meurt jamais, suite aux nombreux problèmes que le groupe a rencontrés avant la sortie de son premier album. Les membres qui ont continué l'aventure avec le label de production GBS Events, Group Business Service, ont décidé de changer de nom. Pourquoi Black Nevada Black Nevada, et vous aurez remarqué dans beaucoup de nos titres dans l'album que le nom Black Nevada n'est pas de nouveau. On a chanté sur beaucoup de trucs, mais partant sur une longue expérience, parce que ce groupe-là connaît pas mal de périples. À un moment donné, les énergies étaient dispersées un peu dans le monde entier. Les jeunes, il n'y avait personne autour d'eux pour les réunir sur un processus, sur un projet qui puisse leur permettre aujourd'hui de sortir un album. Le directeur de production GBS, qui a signé la sortie du premier album de ce groupe, dit mettre toutes les dispositions en place pour que ce groupe pétri de talent soit vu sur la scène internationale. Voilà, GBS déjà pour promouvoir la musique guinéenne, pour promouvoir les talents en herbe, déjà GBS a porté le choix sur le groupe Black Nevada pour la production, parce on a vu franchement en ce groupe qui regorge d'un talent fou qu'il faut promouvoir. Tu vois, sur le plan national que sur le plan international aussi. On a envie d'aller beaucoup plus loin avec ce groupe, pas de limite. Voilà, parce que récemment, vous avez constaté lors de la sortie de l'album de Black Killers au Palais du Peuple, ils ont réussi à remplir déjà le Palais du Peuple lors de leur première sortie, de leur première expérience, chose qui n'est pas donnée à n'importe qui, à tout le monde. Et vu que déjà il y a une chance qui les accompagne, moi je pense que en mettant aussi les moyens sur ce talent de ce groupe, on peut promouvoir ce groupe encore beaucoup plus loin. Au cours de la rencontre, il a été question également du départ récent de l'un des membres fondateurs, un départ qui a défrayé la chronique ces derniers temps dans la cité. Question de choix, il faut faire un choix, parce que c'est pas à cause d'une histoire de femme que tu vas te dire que tu vas quitter le groupe. Le groupe n'a pas quitté le groupe à cause d'une femme. Il a quitté le groupe parce qu'il voulait quitter le groupe. Parce que la première des choses, d'abord, ce qu'on a mis en tête, on a décidé de vivre ensemble. Quand tu entends un groupe, c'est tout le monde, c'est pas une seule personne. C'est pas les gros, ni Papsi, ni Abel, ni Mousse. C'est un ensemble, c'est un groupe de personnes, quoi. You know? Donc si vous voyez que le groupe a quitté le groupe, c'est parce que c'est son choix. Et on respecte son choix, et on est derrière ça. N'empêche qu'il a quitté, il demeure et reste notre ami.
Après 5 ans d'absence sur la scène internationale et après avoir franchi plusieurs obstacles, les membres de Black Nevada se disent prêts à mettre en exergue leur talent pour ainsi satisfaire leurs fans qui attendent beaucoup. On va chanter, danser, Hors du pays, à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance du Ghana, zoom sur l'économie de ce pays. Récemment, le président John Dramani Mahama a annoncé son intention de diversifier l'industrie locale pour redynamiser l'économie. Reportage. 6 mars 1957, 6 mars 2014. Ce jeudi, le Ghana fête son 57e anniversaire de l'indépendance. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est cité comme un exemple de stabilité démocratique avec une croissance économique florissante ces dernières années. Une bonne santé économique qui s'explique en grande partie par les exportations d'or et de cacao et une industrie pétrolière en pleine expansion. Le Ghana se porte bien au niveau de l'Afrique, quoi. C'est-à-dire que quand on considère les pays émergents, on peut dire que le Ghana va bien. Dernièrement, il y a eu le président du Ghana, John Mahama, qui, dans son dressage de l'état de la situation au Ghana, a mis l'accent sur l'amélioration de la production de cacao ainsi que le minerai des ressources naturelles du Ghana. Donc, bon, il a dit, et j'espère que ça va aller plus loin que les mots. Cependant, depuis 2013, le Ghana connaît une chute graduelle de sa croissance économique. Pour relancer l'économie, le chef de l'État, John Dramani Mahama, vise sur l'industrie locale pour diversifier le secteur. Il sera difficile, dans le court terme, que le Ghana puisse se relancer par une transformation de l'industrie locale, parce que ça demande des ajustements structurels importants au niveau de la fiscalité, au niveau du financement des petites entreprises et de l'entrepreneuriat. Et il faut également, il y a un grand problème qui est le problème de débouchés. Il ne suffit pas simplement de doper l'industrie locale. Donc il y a un certain nombre de changements structurels qui font que il faut qu'il les fasse maintenant, mais les résultats et les retombées de cette restructuration de l'économie et de cette diversification de l'économie locale vont se faire ressentir peut-être dans 5 ans. Ce qu'il faut plus, c'est entamer cette restructuration. Malgré la situation économique actuelle, le Ghana conserve des points forts fondamentaux. Le taux de chômage estimé à 11% est l'un des plus bas du continent. Les infrastructures publiques sont en plein essor et les perspectives d'une production pétrolière d'environ 100 000 barils par jour sont prédites dans les prochaines années. En Égypte, les frères musulmans désignés comme principaux responsables de la mort de 600 militants pro-Morsi, c'était en août 2013. La commission d'enquête a rendu sa décision ce jeudi. Suivez. Le démantèlement du campement pro-Morsi par les forces de l'ordre le 14 août dernier avait provoqué la mort de nombreux manifestants. La commission d'enquête gouvernementale a attribué aux partisans de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi la responsabilité de ce massacre. Conclusion rendue officielle ce mercredi lors d'une conférence. Le massacre du 14 août avait fait environ 600 victimes. Ce campement des partisans pro-Morsi était au départ pacifiste. Le jour de la dispersion, le 14 août, les personnes qui géraient cette manifestation ont permis l'entrée de partisans armés à l'insu du reste des participants, toujours pacifistes. Un campement qui a été rasé au bulldozer et incendié. Selon cette commission gouvernementale, les manifestants auraient tiré sur les forces de sécurité et utilisé des civils comme boucliers humains. Les partisans des frères musulmans ont été ensuite accusés de détention et de torture de civils dans des camps. La commission d'enquête a dénombré 632 morts, dont 624 civils. Les forces de l'ordre n'ont pas donné assez de temps aux manifestants pacifistes d'évacuer les lieux. 25 minutes n'étaient pas suffisantes pour que plusieurs milliers de personnes s'en aillent. Les forces de sécurité ont commencé à les disperser alors qu'ils avaient déjà entamé l'affrontement avec les manifestants violents en première ligne. Cela a empêché l'évacuation. Les enquêteurs ont toutefois reconnu que les manifestants étaient majoritairement pacifistes. Les médiateurs internationaux avaient essayé de persuader le gouvernement d'éviter d'utiliser la force dans Rabat. En Égypte, Rabat al-Dawiya est devenu un symbole de la répression des frères musulmans, jugé comme groupe terroriste par le gouvernement actuel. Nombre de ses dirigeants sont actuellement devant les tribunaux. Sahadi Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant libyen, est de retour à Tripoli. Le Niger l'a extradé après l'avoir accueilli durant plus de 2 ans. La Libye s'engage à le traiter comme tout prisonnier. Suivez. Voici les premières photos de Saadi Kadhafi en tenue de prisonnier.
Elles sont diffusées sur le site d'une milice pro-gouvernementale. Le fils de l'ancien guide libyen a été extradé par le Niger où il avait trouvé refuge depuis septembre 2011. Il y avait obtenu l'asile politique quelques semaines après la chute de Tripoli. Les négociations pour obtenir cette extradition ont duré plus de 2 ans. L'information est confirmée dans un communiqué du Premier ministre libyen. Nous remercions le président nigérien Mamoudou Issoufou et son gouvernement, ainsi que le peuple nigérien pour leur collaboration. Le gouvernement libyen s'engage à traiter Saadi Kadhafi conformément aux lois et aux normes internationales sur les prisonniers. Saadi Kadhafi était connu pour son passage dans un club de football professionnel italien. Homme d'affaires, il avait pourtant rejoint l'armée de son père, dirigé une unité d'élite. La justice libyenne l'accuse de s'être emparé des biens par la force et d'intimidation lorsqu'il dirigeait la Fédération nationale de football. Il est le 2e des 7 fils Kadhafi à se retrouver derrière les barreaux. Son frère aîné, Saif al-Islam, est enfermé depuis novembre 2011 dans une prison de Zenten. Un tribunal de Tripoli l'a inculpé en octobre dernier pour la répression de l'insurrection de 2011. La Cour pénale internationale, par ailleurs, a émis un mandat d'arrêt contre lui pour crime contre l'humanité. Mais la Libye refuse de le livrer à la justice de l'Inde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. L'info se poursuit sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Très bonne soirée sur Évasion TV.